Les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et l'invité des carnets ce soir est Agnès Levallois. Elle nous a rejoint en studio, spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po. Bonsoir Agnès Levallois. Bonsoir. Alors on compte sur vous pour nous éclairer ce soir sur ce jeu de billard à 3 bandes, ou sans doute même beaucoup plus, qui est en train de se jouer au Moyen-Orient et plus particulièrement depuis Riyad, car de Riyad sont provoqués des bouleversements ces derniers jours, ces dernières semaines, à la fois sur le plan intérieur et extérieur. Alors dans le royaume d'abord, il y a cette purge sans précédent, plus de 200 personnes qui ont été arrêtées, accusées de corruption. Alors ce sont notamment des princes, des ministres, des anciens ministres, des hommes d'affaires parfois très riches. On dirait que c'est un peu la fin de la tradition de la monarchie consensuelle. Le prince héritier, le jeune Mohammed Ben Salman, il semble vouloir diriger seul ou au moins sans les gêneurs, c'est ça ? Oui, absolument. Il a besoin d'affirmer, de se poser et de montrer qu'il est capable de gérer ce royaume. Il est tout jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a évidemment le soutien de son père, ce qui lui permet de lancer un certain nombre de réformes. Il a conscience qu'il faut que le système politique bouge, ou que, en tous les cas, le système tel qu'il existait en Arabie Saoudite doit bouger, doit évoluer. 70% de la population en Arabie Saoudite a moins de 30 ans. Donc il est jeune, lui, il a 32 ans. Et donc il est tout à fait conscient aussi de la volonté des jeunes que le système bouge. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est vraiment d'éliminer tout ce qui peut représenter une opposition à sa façon de gérer, où effectivement on n'est plus du tout dans la politique ou dans la tradition du consensus entre les différents princes. Maintenant, c'est un système, je vais dire, plus banal, autoritaire, qui se met en place, comme beaucoup de systèmes autoritaires de cette région. Alors, par ailleurs, tous les comptes bancaires de ces Saoudiens sont gelés. Les autorités ont prévenu que tout ce qui serait lié aux affaires de corruption serait saisi. C'est aussi un moyen de remplir les caisses, finalement, un peu. Oui, mais alors c'est vrai que si il faut être cohérent, je dirais, il faudrait mettre pratiquement tout le monde, enfin tous ceux qui font des affaires en Arabie. Tout le monde confond son portefeuille et l'argent d'État. En tous les cas, toute la famille royale, et qu'on sait qu'aujourd'hui la famille royale est nombreuse, et donc il y a une confusion très grande entre la caisse privée et la caisse de l'État. Donc c'est vrai que c'est une nécessité aussi pour le prince, qui s'est lancé dans des grands projets avec son projet Vision 2030, qui est une volonté de sortir l'économie saoudienne de la dépendance extrême au pétrole, donc volonté de diversification, de saoudisation des emplois, et ça passe évidemment par un appel des investisseurs étrangers. Et donc s'il veut faire venir des investisseurs, il faut aussi qu'ils soient en mesure de présenter un royaume qui fonctionne selon des normes un peu plus qui correspondent aux critères internationaux. Alors voilà, en interne, et en même temps la situation se tend sur tous les fronts, avec notamment l'Iran chiite, un grand rival régional du royaume saoudien sunnite. Alors la situation se tend beaucoup au Yémen, où ils s'affrontent par l'intermédiaire des deux camps qui se font la guerre. Les mots deviennent extrêmement belliqueux, on s'envoie même des missiles. Et puis il y a ce front libanais qui est apparu quand le Premier ministre Saad Hariri a annoncé depuis Riyad sa démission samedi dernier, en pointant la responsabilité d'un de ses alliés du gouvernement, le mouvement chiite Hezbollah, donc soutenu par l'Iran. Beaucoup se demandent si Saad Hariri a été forcé à démissionner par Riyad. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Oui, je pense qu'effectivement, ce n'est pas de son fait que Saad Hariri a annoncé sa démission en plus de Riyad, d'autant plus qu'il était à Riyad en début de semaine. Il est rentré à Beyrouth. Là, il a rencontré Velayati, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères iranien, qui était venu en visite, et les Saoudiens, là, ont trouvé que c'était trop. C'est-à-dire que Saad Hariri, qui était leur pion dans ce système, était quand même, à leurs yeux, trop complaisant à l'égard de l'Iran. Et donc, il a été convoqué instantanément à Riyad pour lui dire, maintenant ça suffit. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a un an, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, ce qui a permis la nomination du président de la République après une vacance de pouvoir de 2 ans et demi, ça a été possible qu'avec l'accord de Riyad, parce que le général Aoun, qui est devenu président de la République, lui, est en alliance avec le Hezbollah. Donc ça, à l'époque... Quand je parlais de billard à 3 bandes, j'étais loin du compte. C'était vraiment une décision des Saoudiens de permettre la composition de ce gouvernement et l'élection du général Aoun. Mais ce que souhaitaient les Saoudiens dans ce contexte-là, c'est que Saad Hariri soit vraiment remplisse le job pour lequel il a été nommé là. Donc c'est vrai que là, il y a un coup d'arrêt parce que les Saoudiens ne supportent plus la façon qu'ont les Iraniens de gérer différents dossiers. Le dossier yéménite, vous l'avez dit, mais aussi ce sont les Iraniens aujourd'hui qui sont les grands vainqueurs du conflit en Syrie au détriment des Saoudiens. Et donc c'est aussi ça qui est en jeu. Est-ce qu'il y a un risque de dérapage ? Est-ce qu'il y a un risque d'un nouveau front au Liban, dans la région ? C'est ce que craignent beaucoup jusqu'au secrétaire général de l'ONU qui l'exprimait aujourd'hui. Oui, les Libanais sont très inquiets avec le sentiment, si vous voulez, que comme toujours dans la situation au Moyen-Orient, le Liban avait réussi à se tenir à l'écart du conflit depuis maintenant 5 ans. Et le fait qu'il y ait cette décision aujourd'hui et cette situation qu'on vient de décrire, effectivement,
peut laisser penser que il peut y avoir une tension entre, surtout ce que pense Liban, entre le Hezbollah et Israël, parce que pour Israël, c'est inconcevable que le Hezbollah se soit renforcé comme il s'est renforcé à la faveur du conflit en Syrie, et que donc c'est vraiment une ligne rouge pour les Israéliens. C'est le fil du rasoir un petit peu partout, sur tous les fronts. Et surtout, je crois que c'est très important de le dire, dans un pays comme le Liban, qui est un pays qui n'est plus géré et dans lequel il n'y a pas d'État maintenant depuis des années. Et donc la faiblesse du Liban, c'est évidemment ses enjeux régionaux, mais c'est avant tout aussi la démonstration d'une faiblesse extrême de cet État libanais qui n'existe pratiquement plus et qui fait qu'effectivement, il est aussi la proie de toutes ces tensions. Avec un Premier ministre qui était un petit peu un pion quand même et qui par ailleurs avait deux nationalités, la libanaise et saoudienne. Il est un peu coincé avec ça. Oui, et il était à la tête d'une entreprise qui était aussi en faillite en Arabie Saoudite. Donc tu fais peut-être un peu partie de la purge quand même. Merci beaucoup Agnès Levallois. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, chargée de cours à Sciences Po. Merci de nous avoir éclairé sur cette question. On n'a pas fini d'en parler. À bientôt.